Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Kavi TV, la télé du développement. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes lundi, premier jour de la semaine. Merci de nous retrouver sur Kavi TV si vous y êtes. Merci de nous écouter à la radio, c'est sur la 89.5. Merci de nous suivre sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes les bienvenus. Merci de télécharger notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Media, tapez simplement et vous serez au cœur de nos programmes. Sur notre site d'information, vous pourrez regarder ou écouter cette émission en direct, siaminfo.com. Disponible également pour vous. Au menu de ce matin, gestion de la chose publique. La Guinée se dote d'un comité national du budget programme créé le samedi 21 juin 2025 par décret. Il est placé sous l'autorité du Premier ministre Amadou Ouriba. Ce comité national du budget programme aura une durée de 5 ans. En son sein, un comité de pilotage stratégique. Quel est l'intérêt de la création de ce comité et quelles sont les missions assignées au comité dans un contexte marqué par un manque de liquidité dans des banques primaires? La réponse, c'est dans cette émission. Le scanner. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a désormais un nouveau président. Les chefs d'État réunis en sommet ordinaire ce dimanche 22 juin à Abuja, au Nigeria, ont porté à leur tête le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio. Il va désormais conduire les destinées de l'organisation sous-régionale. Maada Bio succède donc à Bola Ahmed Tinubu, président du Nigeria, une élection qui intervient dans un contexte de tension politique et sécuritaire au sein de la sous-région. On en parle également. En Côte d'Ivoire, le président ivoirien a été officiellement investi par son parti, le Rassemblement des Ofétistes, j'y arrive, pour la démocratie et la paix, à l'issue d'un congrès organisé ce samedi 21 juin en vue de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. S'il a accepté de continuer à diriger le parti, le suspense demeure sur sa participation au scrutin présidentiel. Alassane Ouattara ira-t-il jusqu'à briguer un 4e mandat successif? Nous poserons la question tout à l'heure à Diarra Ibrahima Youssouf. Il est observateur de la scène politique ivoirienne. Conflit Israël-Iran, on en parle également. Les États-Unis ont mis leurs menaces à exécution. Le président Donald Trump, qui avait annoncé qu'il prendrait une décision sous 15 jours sur l'implication de Washington dans la guerre, a finalement tranché en seulement quelques jours. Depuis la salle de crise à Washington, Donald Trump et ses conseillers ont donné l'ordre aux bombardiers furtifs B-2 d'intervenir aux premières heures du dimanche. Selon la Maison-Blanche, ces frappes visent à empêcher l'Iran de se doter de l'arme nucléaire. En réponse, Téhéran menace, il faut le dire, de s'en prendre aux bases américaines dans la région. De son côté, le vice-président du Conseil de sécurité russe, Dmitry Medvedev, affirme que plusieurs pays seraient prêts à fournir des ogives nucléaires à l'Iran. Une escalade inquiétante aux implications géopolitique majeure, analyse et décryptage dans la dernière partie de cette émission. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce premier jour de la semaine. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement.
Merci de nous suivre partout dans le monde. À Conakry, vous nous écoutez sur la 89.5, vous nous regardez sur les différents bouquets disponibles déjà sur les numéros 249 et 113. Vous pouvez suivre en direct tous nos programmes. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à nos auditeurs. Toutes nos excuses pour ces désagréments ces derniers temps. Il y a une coïncidence liée à des maladies. Beaucoup d'entre nous étaient malades. Nous nous excusons auprès de nos auditeurs pour ce manquement constaté, et une chose qui est inhérente à toutes les créatures humaines. Évidemment. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah et bonjour à Monaco. Le micro, Kandé. Oui, allez-y. Bonjour Abdallah, bonjour à Monaco. À Monaco où, disons, le franco-guinéen Paul Pogba va désormais s'engager avec le club, disons, monégasque. Jusqu'à, pour le moment, il n'y a pas encore des clauses qui sont définies. Mais je crois que c'est une très bonne nouvelle pour nous Guinéens parce que Paul Pogba a quand même fait 2 ans sans jouer au football. Je crois que cette nouvelle, malgré qu'il n'ait joué quand même pour la Guinée, devrait quand même réjouir tout un Guinéen aujourd'hui de revoir Paul Pogba avec un sourire, disons, très flambant. Il faut quand même se dire que cette nouvelle était très attendue. Bonne chance donc à Paul Pogba. On replonge, s'il faut le dire, ou on plonge maintenant dans le menu de ce matin. C'est officiel, la Guinée se dote d'un comité national du budget programme créé, je l'ai rappelé, par décret le 21 juin 2025. Ce nouvel organe est directement rattaché à la primature dirigée par le Premier ministre Amadou Ouli Eba. Quelle est sa mission? Pourquoi ce comité maintenant, Mohamed Leba, et qu'est-ce que ça change concrètement dans la gestion de la chose publique? Alors, c'est, disons, chose désormais due, il faut quand même le préciser. La Guinée s'est finalement dotée d'un comité national, disons, du budget programme sous la tutelle ou l'autorité du Premier ministre. Et pour le moment, celui qui est là, c'est Amadou Riba. Alors, ce comité, il est chargé quand même particulièrement, disons, entre autres, de faire un état des lieux de la mise en œuvre des cadres de dépenses à moyen terme dans les départements ministériels, faire un état des lieux également de la mise en œuvre des contrats de performance des départements ministériels. Et également, ce comité national du budget programme est mis en place, disons, pour une durée, vous l'avez rappelé, de 5 ans. Il faut bien entendu aujourd'hui revenir quand même aujourd'hui sur le contexte et les objectifs de cette, disons, de cette réforme aujourd'hui. Cela coïncide quand même parce que la création de ce comité a été rendue publique samedi, le 21 juin dernier, par, disons, à travers un décret lu à la télévision nationale, et un comité créé par le président de la République qui l'a mis, disons, sous la tutelle directe du Premier ministre Amadou Riba. Alors la Guinée transitionne quand même, disons, d'un budget moins axé sur les dépenses vers un budget, disons, programme axé sur les résultats. Cette réforme vise notamment à améliorer l'efficacité des dépenses publiques via une allocation, disons, optimisée des ressources, renforcer également la transparence et la redevabilité la redevabilité des ministères. Donc chaque programme aujourd'hui est lié à des objectifs mesurables. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut aujourd'hui soutenir le programme Simandou 2040, feuille qui aujourd'hui constitue quand même, disons, la feuille de route nationale pour le développement, disons, socio-économique de notre pays. Il y a la création de ce comité, notamment budget programme, par décret également, on l'a dit. Alors par rapport aux missions principales, parce que c'est la partie la plus importante aujourd'hui concernant la création de ce comité. Le contexte avec ce manque de liquidité que nous connaissons aujourd'hui, le budget national, notamment l'économie guinéenne, qui devient de plus en plus, ou qui est restée longtemps résiliente, je parle de l'économie guinéenne. Alors aujourd'hui, cette transition, c'est-à-dire d'un budget moins vers cet autre budget, il faut quand même le dire, ses missions principales,
ça va commencer par le pilotage quand même de cette transition budgétaire et valider notamment les cadres techniques, intégrer les dimensions climat et genre dans la nomenclature budgétaire, vulgariser également la réforme auprès du Parlement, de la Cour des comptes et du public. Maintenant, il faut parler de la structuration ou la structure organisationnelle du CNBP, le Comité national budget programme. Alors, niveau rôle clé, il y a aussi des responsabilités par rapport au pilotage stratégique. Nous l'avons rappelé, le Premier ministre c'est-à-dire c'est sous sa tutelle directe. Il faut dire que c'est lui qui est quand même chargé de la validation des projets, de l'adoption des plans d'action. Pour le pilotage technique, vous avez un secrétaire général, disons, du ministère du budget, la coordination avec des groupes techniques, gestion opérationnelle. De l'autre côté aussi, vous avez des groupes quand même techniques, notamment la direction générale du budget, exécution des missions cadres juridiques, indicateurs de performance. Et aussi, il y a la formation des acteurs, disons, et outils développés, le renforcement des capacités, 50 cadres formés par un cabinet international pour maîtriser, disons, les outils du budget, programme. Aujourd'hui, il faut quand même dire qu'il y a des guides méthodologiques, notamment la rédaction également des manuels pour l'élaboration et l'exécution du budget, la création d'un système intégré de gestion des finances publiques adapté. Et il y a aussi les défis et des innovations. Je crois que c'est aussi l'une des parties clés de cette réforme budgétaire. Il faut le préciser parce qu'il y a, en plus de tout cela, il y a quand même cette résistance aujourd'hui où il y aura sûrement, parce qu'en termes de défis, la résistance au changement administratif, des risques qui pourraient y arriver quand même de détournement sans contrôle strict, des innovations, c'est très important d'en parler, des indicateurs de performance, on l'a rappelé, liés aux objectifs stratégiques, un exemple par exemple de taux de scolarisation, de santé publique, le cadre pluriannuel alignant les investissements sur les priorités nationales, un exemple de 300 par exemple 82 projets publics en 2025. Aujourd'hui, il faut aller peut-être dans les comparaisons, disons, budgétaires, en ancien système, disons, moins. Aujourd'hui, nous avons le nouveau système programme. Ce budget est basé sur les dépenses, disons, achat de matériel, budget lié à des résultats. Il y a aussi cette réduction de la mortalité infantile. Alors, par rapport au contrôle, a posteriori, il faut aussi dire que ce budget pour redevabilité ministérielle, rapport annuel, en termes, aujourd'hui, la Guinée accélère quand même sa modernisation financière avec ce budget programme. Il faut le dire que c'est un levier pour la transparence, l'efficacité des investissements publics. La réussite maintenant dépendra naturellement de la coordination en haut avec le Premier ministre et je crois que c'est autre chose, disons, décentralisée par rapport à la réussite de ce programme. Il faut maintenant attendre qu'on mette, c'est-à-dire qu'on lit la parole à l'acte, ce qui est aujourd'hui sur papier, que cela soit quand même, disons, transformé en réalité sur le terrain. Pour le moment, il faut quand même dire que c'est bien parti pour le gouvernement, pour la nation guinéenne aujourd'hui, après s'être quand même doté de ce comité national du budget programme, parce que c'était longtemps attendu et cette naissance... Il y a quand même eu beaucoup de propositions, même des économistes qui demandaient à créer quand même une structure de la sorte, même si sinon, on va dire que ce ne sont pas les mêmes dénominations, mais ce sont des structures qui, dans leur mission, s'assemblent. Et on peut comprendre, puisque à quelques jours même de la création ou de l'annonce même de la création de ce comité, il y avait quand même le Premier ministre Amadou Riba qui avait réuni les secrétaires généraux, en tout cas des cadres des différents ministères, pour expliquer un peu la posture que veut adopter le gouvernement guinéen. Est-ce qu'on peut dire que c'était pour baliser le chemin que Bahouri a réuni tous ses cadres pour leur dire attention, il y
aura un changement et quelques jours après, on a vu comme ce changement. Oui, évidemment, cette rencontre, quand même, il y a eu, disons, un cocktail de sujets quand même à débattre et c'était une manière aussi de préparer les esprits par rapport à la création éventuelle en ce moment-là de ce comité national du budget programme, parce qu'aujourd'hui, ce jour-là, il avait même rappelé, parce qu'il était revenu sur aujourd'hui ce problème lié quand même, ce problème de liquidité, et il a même aussi rappelé la nécessité de supprimer, ou bien en tout cas quand même de freiner un peu, disons, tout ce qui est lié à la billetterie. Et par rapport à ce souci aujourd'hui concernant cette réforme budgétaire, je crois quand même que c'est bien possible que disons, le gouvernement arrive à réussir cet autre pari, parce que ça pourrait permettre, avec tout ce que nous venons de citer, si c'est bien exécuté, cela pourrait permettre à l'État guinéen de se mettre un peu à l'abri par rapport à toutes ces différentes réformes budgétaires, et notamment aussi à relever un peu le niveau de notre économie qui reste de plus en plus résiliente. Résiliente. Contexte oblige. Est-ce qu'on peut dire que le manque de liquidité a poussé le gouvernement guinéen à mieux réfléchir? Peut-être que c'était déjà réfléchi, c'était sur papier, il fallait mettre cela en exécution, et ce manque de liquidité, je crois que ça a été, disons, le point de déclic pour le gouvernement de se dire après tout, il faut quand même aller au-delà, disons, des promesses, il faut aller au-delà, disons, des discours. Maintenant, aujourd'hui, avec la naissance de ce comité, je crois que le gouvernement en a mieux et beaucoup réfléchi par rapport à comment ça va se passer. Et nous l'avons vu que c'est mis déjà sous la tutelle du Premier ministre, mais c'est pas que lui qui va gérer. Il y a d'autres, disons, pans stratégiques. Donc avec, disons, notamment l'apport du ministère du budget, la direction nationale du budget. Donc il y a aujourd'hui un cocktail quand même, disons, de choses aujourd'hui qui pourraient permettre à notre État et nous Guinéens quand même d'améliorer cette économie. Vous ne créez pas un blocus dans le fonctionnement ou dans la validation de ces programmes, puisque si tous les programmes là doivent passer par le comité national du budget, c'est vraisemblablement il existe quand même, le ministère du budget existe au sein même de ce comité, mais aujourd'hui avec la lenteur administrative, est-ce que vous ne craignez pas des blocus au niveau de plusieurs programmes? Je ne crois pas qu'il y aurait de blocus, quand même, dans la mesure où il y a chacun, selon moi, chacun est mis à sa place par rapport, disons, à la composition, à la nomenclature même, disons, de ce programme-là, du haut jusqu'en bas, par rapport au Premier ministre, notamment côté stratégique, technique. Il y a aussi des personnes qui sont là pour permettre l'exécution, disons, facile ou normale de ce budget programme. Je ne crois pas qu'il y aurait ce blocus. Peut-être qu'on pouvait, d'une autre acception assez large et politique, peut-être se le permettre, mais à ce stade-là, la Guinée en a beaucoup besoin, parce qu'avec tout ce qui se passe concernant notamment ce manque de liquidité, ce qu'on a connu de par le passé, je crois que cela a permis... Des projets non achevés. Oui, des projets non achevés, mais je crois que quand même toutes ces facettes, c'est-à-dire ces différentes choses-là, ont quand même permis à l'État de mieux réfléchir. Et aujourd'hui, on n'a pas droit à l'échec et chacun pourrait quand même jouer son rôle par rapport à ce nouveau système-là avec cette réforme budgétaire. Merci Mohamed Leba. On se tourne vers l'Afrique et on parle des chefs d'État ouest-africains réunis ce dimanche à Abuja qui ont élu Julius Madabio, président de la Sierra Leone, à la tête de l'organisation sous-régionale, je veux citer, la CEDEAO. Il succède à Bola Tinubu, président du Nigeria, dans un contexte, il faut le rappeler, très tendu. Contexte tendu par l'insécurité, la sécurité régionale qui reste un défi majeur, les coups d'État et le retrait de certains pays membres. Le Mali en est un exemple parfait. Quel défi pour Madabio, Yaya Diallo? Des défis absolument multiples et variés. Sa présidence, pour ainsi dire, sa désignation, parce que beaucoup d'observateurs se posaient la question sur cette alternance formelle qui s'est créée au niveau de la CEDEAO. Et vous vous souvenez que à un moment donné, c'était les francophones qui devraient présider, après les anglophones, après les lusophones. Donc, il se trouve que cette règle a été pour la première fois
violée. Pour quelle raison? Je crois que seuls les États membres de la CEDEAO pourront nous expliquer qu'est-ce qui expliquerait cette double alternance, parce que c'est de là qu'il s'agit. C'est vrai que c'est Tinibou qui sort, Tinibou qui est anglophone. Et de l'autre côté, nous avons justement un autre pays anglophone. Donc, ce qui veut dire tout simplement qu'il y a eu quelques grincements dedans. On nous apprend que même dans le couloir de la CEDEAO, le choix n'a pas été facile puisque c'est Diomaye, comme ça devrait se faire, qui est issu d'un État francophone, qui devrait justement prendre la présidence de la CEDEAO. Et bien, finalement, le choix est tombé sur Madabio. Pour quelle raison? Nous attendons de voir, mais toujours est-il qu'il soit Madabio ou Bassirou Diomaye ou encore moins un autre, les défis restent les mêmes. C'est dont on a besoin aujourd'hui, c'est un leader qui pourrait transcender tous les clivages aujourd'hui, qui pourquoi pas essayer de ramener, même si cela semble aujourd'hui être impossible, de ramener les 3 États qui se sont retirés de la CEDEAO. Alors, les défis, il faut commencer d'abord par les plus importants. Je vais parler des défis sécuritaires aujourd'hui. Nous savons très bien que la CEDEAO, l'espace CEDEAO aujourd'hui devient l'espace le plus, disons, touché par le terrorisme au niveau de l'Afrique. C'est ça la vérité aujourd'hui. Alors, il se trouve que ce terrorisme qui secoue la sous-région depuis un bon bout de temps était d'ailleurs même un des éléments fondamentaux qui a poussé ces 3 États-là de dire nous ne constatons pas la solidarité sous-régionale venant justement de certains États en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme et que finalement, pour des raisons qui semblaient, en tout cas en ce qui concerne les putschistes à l'époque, qui leur semblaient être personnels et qu'ils considéraient comme étant une prise de responsabilité, ils ne comprenaient pas justement cet empressement de membres de la CEDEAO d'imposer de sanctions pour eux qui sont illégales à l'égard de leur peuple, mais aussi de leur pays respectifs. Donc finalement, c'est ce qui a irrité ces 3 États-là, de dire attention, on ne peut plus collaborer avec ces gens-là. Premièrement, d'abord, vous ne nous assistez pas dans ce que nous traversons comme crise sécuritaire, mais aussi vous vous contentez justement des condamnations formelles liées à un alignement occidental, et bien vous permettez aussi de nous sanctionner. Donc ce qui a irrité un peu la colère des uns et des autres. Puis finalement, nous sommes dans une situation aussi où la démocratie elle est carrément mise sous une rude épreuve, il faut le rappeler. Des coups d'État qui se sont succédés et d'autres qui ont échoué par endroits. Et je pense que jusqu'à présent, la CEDEAO n'a pas pu, disons, contenir ces velléités-là et pourquoi pas encadrer justement ces transitions qui se sont opérées au niveau de la sous-région pour qu'en fait nous puissions assister à un retour à l'ordre constitutionnel. Souvenez-vous, depuis que le premier coup d'État s'est opéré au niveau de Mali, jusqu'à présent, aucun de ces coups d'État, aujourd'hui, on est dans 4 pays, il faut le rappeler, où les coups d'État se sont opérés, mais aucun de ces pays-là n'a pu organiser une élection. Or, c'est connu de tous, c'est dans la tradition démocratique, quand les coups d'État s'opèrent, c'est pour des missions, c'est une transition, un court temps qui consiste justement à préparer les élections et rapidement à revenir à l'ordre constitutionnel, ce qui n'a pas été le cas, ce qui expliquerait aussi par endroit l'échec de la CEDEAO de pouvoir justement mettre en œuvre toutes ses forces, toute sa diplomatie pour pouvoir expliquer ou tout au plus amener ces États-là à rapidement organiser les élections. Alors, c'est vrai que c'était cette proposition qui semblait être, disons, fatale à la CEDEAO qui avait poussé ces États-là, c'est-à-dire que l'option militaire qui caressait les membres de la CEDEAO à l'époque, vous vous rappelez très bien que quand le coup d'État s'est opéré au niveau du Niger, pour ainsi dire, on s'était dit, bah, écoutez, c'était de trop, il fallait agir immédiatement et je crois que l'option militaire a été mise sur table. Avec Tinibou, appuyé par l'Ivoirien Alassane Ouattara. Et bien finalement, il y avait d'autres aussi qui étaient réticents, c'est le cas du Togolais, Faure Gnassingbé. Les gens étaient réticents par rapport à une option militaire puisque ça pouvait avoir des conséquences beaucoup plus dévastatrices, très graves, au-delà même de ces 3 États qui sont concernés. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ce sont les 3 États aussi qui ont décidé de mettre en place une synergie d'action au cas où si le Niger
allait être justement touché ou attaqué. Donc ce qu'il considérait comme étant une déclaration de guerre pour ces 3 États-là. Donc une solidarité à l'interne. Finalement, l'Algérie sur laquelle la CEDEAO voulait s'appuyer pour son espace aérien n'avait pas donné son feu vert. Donc ce qui expliquerait par endroit aussi cette difficulté pour la CEDEAO d'aller jusqu'au bout. Alors, ce manque... Ce qui a encore plus affaibli la communauté et cette organisation sous-régionale, si on peut l'appeler comme ça, parce que ce sont des discours. Hein. On peut dire que ça n'a été que des discours, rien de plus. Tinibou n'a pas agi, la CEDEAO n'a pas agi. On est resté sur des discours. Absolument, c'était des discours. Et je crois que c'est un discours qui a complètement, disons, mis à nu les capacités de la CEDEAO, sa capacité managériale, sa capacité diplomatique, justement. Même sa capacité sécuritaire. Absolument. Oui. À un certain niveau, sa capacité de défense, pour ainsi dire, puisqu'il fallait, je crois que le quota était déjà partagé entre les États. Chaque État devrait pouvoir amener ses troupes à lui pour pouvoir constituer cette force conjointe, éventuellement faire face au Niger. Et parce que pour eux, c'était un président qui venait d'être élu et qui rien ne pouvait expliquer ce coup de force-là. Alors finalement, ni l'un ni l'autre n'a été obtenu. Ça renforçait plutôt la force de ces 3 États-là. Et bien finalement, nous avons vu ce qui s'est passé par après. Et c'était le point de non-retour. Aujourd'hui, je crois qu'à l'issue de ce 107e sommet, on a décidé de mettre en place un comité et qui doit justement parallèlement travailler avec le nouveau président élu au niveau de la CEDEAO pour justement faciliter le retrait formel de ces 3 États-là. Je crois que la date officielle est annoncée pour le mois de juin prochain. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ça semble être acté. Disons une défaite, pour ainsi dire, de la part de Tinibou, puisque c'est sous son règne que tout a été entrepris, c'est sous son règne que ces États-là ont annoncé officiellement le retrait. Eh bien, nous savons très bien que dans le cadre de ces organisations sous-régionales, ne serait-ce qu'un État, le retrait d'un État est un échec. Donc, je pense que 3 États qui se sont retirés, c'est vrai qu'on peut discuter sur les véritables raisons qui ont motivé ce retrait-là, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout du bout, puisqu'on a observé ces États-là aussi à l'œuvre, on s'était rendu compte que ce sont des États aussi qui ont bien voulu sortir sous les griffes de la CEDEAO, sortir sous tout ce qui est sanctions, pourquoi pas critiques, ou tout ce qui pourront avoir des regards sur la gestion de la transition, parce que tout simplement on s'est rendu compte qu'au bout du bout, c'était des militaires aussi qui avaient des agendas cachés, et finalement on s'est rendu compte que ces agendas se sont apparus du jour au jour, et ces agendas consistent à dire nous sommes venus au-delà de cette question urgente liée à la sécurité. Nous sommes venus pour refonder ce que nous apprenons au-delà de ce slogan qui est guinéen, pour ainsi dire d'abord, mais nous avons entendu cela au niveau du Niger, au niveau du Mali, au niveau de Burkina Faso. Donc chacun de ces chefs de jeunes se sont donné 5 ans supplémentaires pour pouvoir, disons, pacifier, comme ils le disent, l'espace sahélien, mais aussi créer toutes les conditions pour des réformes politiques, mais aussi constitutionnelles. Donc ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, au-delà de ces régions qui me semblent être assez légères, il y avait justement des régions que nous ignorions, mais finalement on s'était rendu compte que voilà, chacun était venu avec des agendas. Ce sont des agendas qu'on a bien voulu faire, des agendas collectifs. Je pense que c'est ce qui nous a amené aujourd'hui, la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et est-ce que Tinibou, enfin, Madabio réussira là où Tinibou a échoué, d'autant plus que nous savons la force ou la puissance du Nigeria, c'est la première puissance de la sous-région. Nous savons très bien que... Contrairement à la Guinée-Bissau. Justement, contrairement à la Guinée-Bissau. C'est loin d'une comparaison. Oui, justement, absolument. Elle n'existe même pas entre les deux. Donc ça veut dire tout simplement que aujourd'hui, le Nigeria qui avait tout en son sein, et finalement c'est sous la présidence du Nigeria qui, il faut le rappeler, dont le siège se trouve à Abuja, malheureusement n'a pas pu, à travers la diplomatie
et qui pouvait aussi, ce qui expliquerait un peu aussi sa neutralité, puisque c'était un pays anglophone. On peut dire que ce n'est pas un pays francophone, peut-être qu'il pourrait avoir, comme on a qui gérait le Bénin, d'avoir des acquaintances avec la France. Ça pouvait justement permettre à ces États-là de se démarquer et pourquoi pas faire prévaloir la diplomatie. Ce n'est pas ce qui a été le cas, malheureusement. Nous avons suivi le discours de Madabio qui reconnaît que les défis sont énormes. Et puis je pense qu'il saura justement peut-être mettre les pieds où il faut le mettre et avoir les termes diplomatiques qu'il faut vis-à-vis des États-là, mais aussi vis-à-vis de ses pairs, parce qu'aujourd'hui, nous sommes rendus compte que le problème est beaucoup plus interne au niveau de l'organisation, puisque c'est une organisation prise en otage par des chefs d'État qui agissent en fonction de leurs intérêts à eux. Bien. Mais une autre question, il n'y a pas pour tout couper. Il y a quand même cette mission qui a été assignée à Bassirou Diomaye Faye qui risque aujourd'hui de prendre un sacré coup. Mission portant sur la réintégration de ces trois pays ou de ces pays membres de l'AES. Aujourd'hui, qui risque quand même de prendre un sacré coup puisque ce n'est plus Bassirou Diomaye Faye qui va conduire les destinées de la CEDEAO, mais Madabio. Absolument, Madabio. Et puis plus loin, je crois que depuis cette désignation, nous sommes... C'est la première année. C'était dès son élection, il fut désigné, parce qu'on le voyait à travers le discours du PASTEF d'alors, un panafricaniste. Donc c'est le profil net de celui qui pourrait aller vers ces militaires-là, avoir le discours qu'il fallait justement pour pouvoir tenter de les ramener. Mais je pense qu'entre-temps, nous nous sommes rendus compte que les choses se sont beaucoup plus accélérées négativement. Et finalement, nous rassacheminons vers la fin de ce retrait formel qui est annoncé. Donc je pense que Bassirou, c'est vrai qu'il devrait être naturellement le successeur de Bola Tinubu. Ça n'a pas été le cas. Mais on peut se poser même la question, entre-temps, qu'est-ce qu'il a pu faire pour pouvoir temporiser les choses, pour pouvoir faire prévaloir la diplomatie. Mais finalement, en lieu et place de lui, Bassirou Diomaye Faye, on a vu tout récemment son Premier ministre sillonner un peu la sous-région. Qui ne portait pas de gants. Justement, qui ne portait pas de gants. Face à la CEDEAO, il ne portait pas de gants. On a quand même suivi des discours très, très durs à l'encontre de la CEDEAO. Est-ce que tout cela peut expliquer cette boutade? Oui, justement, on a compris que finalement, pour le Premier ministre sénégalais, tout ce que nous traversons aujourd'hui est dû, disons, à la passivité de certains chefs d'État qui ont accepté du deux poids deux mesures, dénoncer des coups d'État militaires, être accommodant avec des coups d'État constitutionnels. Je crois que c'est ce qui même expliquerait par endroit la situation dans laquelle nous vivons notre pays ici, en Guinée. Ce qui explique effectivement par endroit justement cette résistance de certains militaires qui ont dit attention, un coup d'État est un coup d'État, qu'il soit militaire ou constitutionnel. À un certain niveau, on a constaté, disons, la complaisance très, très apparente de la CEDEAO vis-à-vis de certains coups d'État constitutionnels, dont le troisième mandat en Guinée ici, mais aussi lui en Côte d'Ivoire. Donc on n'a pas pu condamner cela, et pour certains c'était paradoxal de la part de la CEDEAO, et pourquoi pas incompréhensible même de condamner certains coups d'État qui s'opèrent aujourd'hui, d'autant plus que même ces coups d'État tirent leur origine de ces coups d'État dont on a connu dans notre pays ici, même si par endroits on s'était rendu compte que là aussi là été ailleurs. Donc c'est pour autant dire qu'aujourd'hui la CEDEAO, au-delà de ce dont elle souffre aujourd'hui, il y a une refonte nécessaire qui s'impose. C'est là où nous attendons Madabio. Au lieu de rappeler ce qui est connu déjà, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour que nous puissions justement sortir de cette situation, disons, absolument contre-productive pour la CEDEAO. Parce que si nous continuons comme ça, il y a un risque qui pèse sur la CEDEAO, un risque d'éclatement de cette organisation. Parce que tout simplement, on peut se dire par endroit, la CEDEAO n'assume plus ses missions. Et quand c'est comme ça, écoutez, il y a un risque aujourd'hui qui pèse sur l'organisation, celle qui consiste à dire certains États pourront à la limite se retirer tout simplement. Pourquoi pas connaître aussi d'autres blocs comme l'AES. Et je crois que ça, c'est à nos risques et périls, parce qu'aujourd'hui,
pendant que nous nous déchirons chez nous ici, il y a certains de l'autre côté, à travers l'Afrique centrale, à travers l'Afrique de l'Est, qui se consolident. Et je pense que c'est ce qui explique effectivement l'offensive diplomatique au niveau de ces conflits rwando-congolais. Donc c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin aujourd'hui des hommes et des femmes au niveau de la CEDEAO qui vont se projeter dans l'avenir et qui vont créer toutes les conditions pour que nous puissions avoir une CEDEAO de peuple, une CEDEAO où il y a des acteurs qui ne pourront pas être sous l'influence de quelques dirigeants que ce soit. C'est ce qui pourra nous permettre de sortir dans cette situation que nous vivons aujourd'hui. Bien. Madabio, sur les traces de Tinubu, est-ce qu'il pourra réussir cette mission très très complexe, celle de résoudre cette situation sécuritaire au sein de l'espace sous-régional? Il y a aussi cette question de coup d'État qui perdure. Il a déjà rappelé le retrait de ces pays aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, entre griffes, parler d'échec de cette mission de Bassirou Diomaye Faye? Difficile de le prendre par un oui maintenant, mais est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'avec toutes les forces, tous les acquis de Tinubu, il n'a pas pu réussir, Madabio pourrait faire une surprise, ou créer une surprise? Vous savez, nous avons un véritable problème et avec la CEDEAO et avec l'Union africaine. Le véritable souci, c'est quoi? Peut-être qu'il l'a dit, il a parlé de refonte. Et moi, je vais m'appuyer sur cette question liée à la refonte pour dire que c'est ce dont aujourd'hui cette organisation, disons sous-régionale, en a besoin carrément. Parce que vous le savez, partout on parle aujourd'hui d'organisation, que ce soit continentale, sous-régionale ou je ne sais pas, internationale. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. C'est la même chose aujourd'hui. Parce que peut-être qu'on va en venir pour ce qui se passe aujourd'hui entre l'Israël et l'Iran. Vous voyez aujourd'hui l'incapacité de ces organisations internationales à agir et aujourd'hui à maintenir la paix. Donc c'est la même chose aujourd'hui avec la CEDEAO. C'est très difficile que la CEDEAO fasse des résultats tant qu'elle est gérée par des présidents en exercice. C'est très compliqué. Vous ne pouvez pas, c'est comme un policier, c'est-à-dire qui vous arrête, qui ne porte pas de casque, qui vous arrête pour défaut de casque. De port de casque. De port de casque. C'est très compliqué. Il ne peut pas faire respecter la loi alors que lui-même, en partie ou en grande partie, il est celui qui montre l'exemple d'une violation de la loi. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prendre un président ou un ancien président, c'est-à-dire, en tout cas c'est rare, par rapport à l'exercice aujourd'hui concernant la CEDEAO, qui serait comme vous, qui sortirait quand même, disons, un bel exemple pour tout le monde. La dernière fois, on parlait ici du cas d'Alassane Ouattara, qui s'apprête, disons, à briguer un 4e mandat, où la CEDEAO est aujourd'hui. Et on en parle tout à l'heure en plus. Vous voyez, vous parlez de Madabio aujourd'hui qui est dans son second mandat. Disons, est-ce qu'il y aura un 3e? Pour le moment, c'est difficile de se prononcer dessus, mais vous allez comprendre encore que tant qu'on a de l'appétit, ça peut venir avec. Et puis, des autres pays, c'est vrai, Bassirou Diomaye Faye vient d'arriver. Pour le moment, personne ne connaît ses agendas. Est-ce qu'il y a des agendas cachés par rapport à tout ce qu'on peut aujourd'hui comprendre concernant, disons, l'aspect sécuritaire avec aujourd'hui, disons, la démocratie qui est aujourd'hui sous perfusion sur le continent, tout le continent d'ailleurs africain, par rapport à celui à qui il a succédé. Tout le monde l'avait pris quand même pour exemple. Tout le monde avait pris Macky Sall pour exemple ici à un moment donné, jusqu'à ce qu'il quand même manifeste ce désir de briguer un 3e mandat. C'est vrai qu'il avait été freiné quand même dans ce élan-là, mais il faut aujourd'hui dire que le véritable souci de la CEDEAO, c'est le fait qu'elle soit gérée par des présidents qui sont en exercice. C'est pour cette raison qu'il faut appuyer cet argumentaire selon lequel cette CEDEAO a besoin d'une refonte, peut-être même à sa tête, pour savoir aujourd'hui définir quand même les critères pour présider, disons, pour être président de cette organisation-là. Peut-être que ça devrait se faire au-delà même de ces personnes aujourd'hui ou de ces présidents en exercice, prendre une personne neutre, soit peut-être issue de la société civile africaine, pour présider réellement aux destinées de cette organisation. Parce que tant que ça va continuer comme ça, cette crise va perdurer, et on parle de plus de 50 ans aujourd'hui depuis que cette CEDEAO, disons, existe.
juste cet anniversaire qui vient de se passer, déjà en dit long par rapport aujourd'hui au lourd, disons, au lourd défi, même pas au-delà de ça, concernant aujourd'hui l'héritage, voilà, c'est le mot que je cherchais, au lourd héritage de cette CEDEAO. Par rapport maintenant, disons, à la mission confiée à Bassirou Diomaye Faye concernant l'AES, je crois que déjà c'était une mission mornée en termes de résultats, parce qu'aujourd'hui vous avez des pays en face qui ont pris des décisions ou qui semblent être quand même dans une posture irréversible concernant leur propre sécurité, parce que si vous voyez aujourd'hui avec, disons, on ne va pas en dire sur la géopolitique, mais tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de relations entre ces différents États-là et les différentes organisations aujourd'hui sur le continent, notamment on parle de la CEDEAO, même avec l'Union africaine, c'est autre chose. Concernant les coups d'État, sur 5 pays, vous n'avez qu'un seul pays aujourd'hui qui est sorti quand même de cette transition avec l'organisation d'une élection présidentielle. Donc aujourd'hui, la CEDEAO a tellement de problèmes, et surtout cela pour trouver une réponse aujourd'hui urgente ou parfaite à cette avalanche de questions. Je crois que le mieux, c'est une refonte, et cette refonte-là, ça devrait vraiment balayer ces présidents qui sont en exercice aujourd'hui, parce que rares sont ceux qui sont exemples, et quand on n'est pas exemple, c'est très difficile de faire des résultats à un moment donné où on attend beaucoup de vous. Donc une refonte ou une réforme au sein même de la CEDEAO, il a déjà rappelé, balayer ses chefs d'État en exercice et trouver certainement d'autres alternatives. Oui, un aspect très important, là, c'est l'aspect financier. Et je crois que nous voulons qu'elle soit indépendante, qu'elle soit forte, et que les décisions de la CEDEAO puissent s'imposer à tous les États, à tous les chefs d'État. Mais il faut que les États aussi puissent participer financièrement leurs cotisations, ce qui n'est pas le cas. Et voyez-vous que ce sont des institutions internationales qui financent le fonctionnement en bonne partie de la CEDEAO, alors que voulons-nous d'autres? La main qui donne, c'est la main qui dirige. C'est elle qui dirige, tout naturellement. Donc ça veut dire tout simplement aujourd'hui, il faut que les États se bougent. Nous connaissons beaucoup d'États qui sont endettés auprès de la CEDEAO, donc qui ne s'acquittent pas de leurs obligations financières vis-à-vis de l'institution. C'est ce qui explique effectivement aussi cette déliquescence de l'Union africaine aujourd'hui, qui n'existe que sur papier. Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si nous voulons véritablement refonter cette CEDEAO-là, il faut essayer de penser qu'un budget consistant puisse être là. Et pourquoi pas aussi, puisque c'était quelque chose de fondamental, l'histoire nous a enseigné que pour qu'elle soit aussi forte et qu'elle inspire la peur, il faut qu'on ait effectivement aussi l'aspect militaire à un certain niveau, parce que toujours l'appétit est là et les uns et les autres peuvent à tout moment essayer justement de sortir de nulle part pour s'emparer de l'État avec des arguments quelquefois qui donnent envie à vomir. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que la CEDEAO puisse intégrer tous ces aspects-là aujourd'hui. L'aspect financier, l'aspect sécuritaire, mais aussi l'aspect militaire. Et pour que cela soit effectif, il faut que des financements consistants soient mis à la disposition de la CEDEAO. Et ce ne sont pas les Américains ou les Européens qui viendront financer à notre place. C'est nous les Africains, notamment les Ouest-Africains, qui doivent justement mettre en place tout ce qu'il faut pour que cette institution soit beaucoup plus forte, et à la société civile de s'impliquer. C'est vrai que tout semble être aujourd'hui fermé à travers ces chefs d'État-là, qui constituent un véritable syndicat au niveau de la CEDEAO. Mais je pense que la société civile ouest-africaine doit essayer de transcender tous les clivages et conjuguer le même verbe pour qu'il y ait cette synergie-là et pousser les chefs d'État à ce que la société civile puisse avoir toute sa place et pourquoi pas prendre la présidence. Et je crois que c'est en cela que nous allons sortir dans cette situation absolument désagréable, il faut le dire. Rapidement, en 30 secondes, on va passer parce que c'est très important aujourd'hui sur l'aspect sécuritaire, aujourd'hui budgétaire, concernant, c'est vrai que la CEDEAO est presque à l'agonie concernant quand même concernant le financement, on le disait la dernière fois ici, mais c'est pourquoi encore une nouvelle fois, il faut insister aujourd'hui sur l'implication de la société civile, sur l'implication de la société civile, parce qu'aujourd'hui si on a quelqu'un, c'est-à-dire qui n'est pas directement
qui n'est pas directement lié, disons, à la gestion d'un pays, parce que vous êtes préoccupé en tant que président, d'abord vous êtes préoccupé de la gestion de votre propre pays, et maintenant il y a une autre gestion, c'est-à-dire de l'ensemble des pays de la CEDEAO qui vous tombe dessus. Ça va être très compliqué. Bien. Mais si vous n'avez qu'à gérer la CEDEAO, l'aspect sécuritaire, budgétaire, je crois que c'est très bien possible d'y réfléchir, mais cela va naturellement et obligatoirement passer par une refonte si on veut quand même faire des résultats ou obtenir vraiment des résultats probants. Des refontes, des réformes pour des résultats probants, vous l'avez déjà compris, pour la survie de la CEDEAO. Nous on prend donc la direction de la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara relance de nouveau le débat. Le président ivoirien a été désigné candidat du RHDP à l'issue du congrès de ce samedi à Abidjan, mais une question reste posée. Acceptera-t-il vraiment d'être candidat à plus de 80 ans et après 3 mandats? Ouattara va-t-il tenter un 4e mandat? En tout cas, c'est la question ce sont des questions que nous nous posons. Il est déjà en ligne avec nous, Ibrahim Youssouf Diarra. Il est observateur politique ivoirien. Bonjour Youssouf, bienvenue. Bonjour M. Camara. Merci. Bonjour à tous les invités. Merci d'intervenir une nouvelle fois sur nos antennes. Il faut le rappeler, Alassane Ouattara, désigné candidat du RHDP lors du congrès de ce samedi 21 juin 2025. Youssouf, le président Ouattara a été désigné, oui. Mais selon vous, s'agit-il d'une vraie volonté de retour ou d'une manœuvre stratégique pour peser dans le jeu politique? Merci M. Camara. Il est important de signaler que cette désignation est l'émanation des congressistes du RHDP, qui ont renouvelé leur confiance au président Alassane Ouattara comme président du RHDP et aussi comme candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Je pense que c'est une confiance renouvelée des militants en leur champion, comme ils aiment le dire, en leur champion, pour tout le travail qu'il a battu pour le pays ces 15 dernières années. Le président Ouattara, il a accepté d'être le président du parti, selon lui-même ses propos, garder la stabilité au sein du parti et accompagner les militants. Pour ce qui est de sa candidature, il n'a pas encore... il a dit avoir entendu les militants et qu'il répondait jour à venir aux Ivoiriens, puisqu'il est le président de tous les Ivoiriens. Mais en ce qui concerne, est-ce une stratégie ou pas? Je pense que c'est de garder la stratégie ici, c'est de garder l'opposition ivoirienne dans le flou. Parce que jusque-là, elle ne sait pas quel candidat affronter afin d'affiner, n'est-ce pas, sa stratégie. Donc, il est clair que le président Ouattara va peser en tout cas, et peut-être, s'il n'est pas candidat, pesera dans les années à venir. La question, c'est comment et à quel niveau. Comment et à quel niveau? Il y a plus de 80 ans. Et on peut dire aujourd'hui qu'il a pris de l'âge, si on peut le rappeler. 3 mandats déjà, un 4e qui pourrait s'annoncer. On utilise le conditionnel puisqu'il ne s'est pas d'abord prononcé. Certains estiment même que sa désignation va à l'encontre du renouvellement politique. 80 ans pour un acteur politique. Pourquoi ne pas passer la main à un autre? Vous, de votre côté, que répondez-vous à tout cela? Est-ce un pouvoir personnel, personnifié même, ou d'une démocratie déjà verrouillée par ce parti qui disent on a un seul choix, à l'image du PDCI de Tidjane Thiam, un seul choix, une seule option? Bon, c'est le choix des militants. Je pense que il est important comme en démocratie, de respecter le choix des militants. Le président Ouattara lui-même, dans ses récentes déclarations, disait qu'il était toujours en pleine forme. Les militants estiment que le président a encore du potentiel et peut leur apporter beaucoup. Donc je pense que si c'est leur choix, il est important de le respecter. Donc, dans la sphère politique, aujourd'hui, beaucoup de réactions, des figures non des moindres ont été écartées de la liste électorale, écartées entre griffes, je pèse des mots, pour beaucoup d'irrégularités. Irrégularités remontées par la CEI, Commission électorale ivoirienne, de ce côté, dont on a Tidjane Thiam, on a Charles Blé Goudé, on a Laurent Gbagbo aujourd'hui qui demande une réintégration sur cette liste.
Le contexte, il est connu aujourd'hui. Quels sont, en tout cas, que disent les observateurs par rapport à tout ce qui se passe? Est-ce que le RHDP veut enterrer toutes ces formations politiques, enterrer toutes ces figures pour se frayer un chemin déjà balisé? Bon, chaque cas est différent. Allez-y. Que ce soit le cas de Laurent Gbagbo, de Tiamé, de Blé Goudé, ça va nous prendre du temps vraiment de revenir sur ces questions. Mais je pense que ces personnes n'ont pas été écartées par le RHDP. On pourrait parler de stratégie politique. Je l'ai dit la fois dernière, chacun utilise la faille de ses adversaires, c'est le jeu politique. Mais il faut signaler aussi que, en tant qu'observateur, l'opposition est caractérisée par son incohérence. Que ce soit au niveau du PPACI, qui eux aussi proposent quelqu'un de très âgé, M. Laurent Gbagbo, si on doit parler de liste électorale, que ce soit au niveau du PDCI, le PDCI lui-même, qui dans lui-même sa stratégie s'est embourbée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas anticipé sur la décision de la CEI. On pourrait revenir sur les autres cas. Mais véritablement, ça nous prend du temps. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans un jeu politique et on essaie de construire des démocraties. Il est important pour tout un chacun de se plier aux décisions de justice et d'accepter ce qui se passe, d'accepter les verdicts de nos différentes institutions. C'est vraiment aussi important dans la consolidation de nos démocraties et dans la construction vraiment de nos nations. Alors, revenons un peu en arrière. C'est vrai que le président Ouattara continue avec le RHDP d'entretenir le flou, mais c'est le même modus operandi comme ce fut le cas du troisième mandat. Il ne voulait pas aller, on l'a poussé d'y aller. C'est vers la fin qu'il s'est décidé de se porter candidat. Alors, cette fois-ci aussi, tout semble indiquer, parce que je reprends in extenso ses propos quand s'agissant justement de son acceptation sur son choix, parce que tout semble indiquer que ce sont la coalition, parce que c'est un maillage de plusieurs partis politiques qui constituent le RHDP. C'est le RHDP qui a poussé le président Ouattara de prendre la tête, disons, de la coalition, et il a accepté cette proposition pour consolider le parti, mais aussi préparer l'avenir. Est-ce que la question que je voulais vous poser, est-ce que c'est en étant la tête du RHDP seulement que le président Ouattara peut justement préparer l'avenir en Côte d'Ivoire? Je pense que le président Ouattara peut servir le pays à d'autres fonctions, pas forcément en tant que président du RHDP ou président de la République. Mais je pense qu'ici, cela reprend une stratégie, puisque je pense que c'est le président Ouattara lui-même qui avait donné le ton en disant qu'il faut passer le pouvoir à une nouvelle génération. Très bien. Mais au sein du RHDP aussi, il y a de fortes têtes, il y a des velléités. Tout cela peut entraîner, n'est-ce pas, des soubresauts, ça peut entraîner des équilibres. Donc, pour ne pas que le parti se fichue, pour ne pas que le parti se divise, parce qu'il faut le dire aussi, il y a plusieurs partis. Pour ne pas que le parti se fichue, que le parti se divise, il décide de rester président du RHDP pour accompagner le RHDP. Oui, Mohamed. Alors, vous l'avez dit, Ouattara doit officialiser sa décision avant le début quand même, disons, de la collecte des parrainages qui s'effectuera le 1er juillet prochain, si je ne me trompe pas, avec une, disons, date limite de dépôt des candidatures fixée au 26 août prochain. Aujourd'hui, est-ce que cette désignation de Dalassane Ouattara, c'est-à-dire de continuer encore, disons, à la tête du RHDP, est-ce que cette désignation résulte-t-elle d'une pression politique aujourd'hui sans précédent au sein même de cette formation politique? Non, pas du tout. Pour être sur le terrain et pour avoir été sur les différents lieux, que ce soit au parc des expositions ou au stade ici, au stade de Bimpe, le stade préféré de nos amis guinéens, je dois dire qu'il n'y a pas eu de pression. Toutes les populations... remplir un stade de 60 000 places, ce n'est pas donné. Remplir un stade de 60 000 places, ce n'est pas donné. Donc, au monde qui avait ce jour, l'engouement, la ferveur sur le terrain, ça donne déjà des indications. Il faut dire aussi qu'il n'y a pas de pression.
il faut dire que le RHDP est un parti très, très structuré. Il est très structuré. Quand vous prenez par exemple leur application e-militant à partir de laquelle les militants peuvent s'enregistrer, le RHDP a déjà plus d'1 million de militants sur lesquels ils sont sûrs. Voilà, ces militants sont sûrs de voter pour le RHDP. Donc je pense que la politique, c'est aussi le terrain. Voilà. Il faut être structuré et puis il faut beaucoup travailler sur le terrain de sorte à avoir la majorité de la population. Monsieur Diarra, on parle de la désignation. Ça n'a rien à voir avec la représentativité concernant aujourd'hui la cartographie politique ivoirienne. On parle de la désignation d'Alassane Ouattara. Est-ce que cette désignation ne résulte pas quand même, disons, d'une pression interne même? D'une pression interne? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y ait des pressions quelconques. Je ne pense pas qu'il y ait des pressions quelconques. Donc vous estimez qu'il n'y a pas de velléité. Est-ce que vous parlez de pression et que vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de pression interne? C'est qu'au-delà de Ouattara, vous avez parlé de grandes figures tout à l'heure, qui pourraient aussi être à la tête du RHDP pour éviter peut-être une scission du parti. Est-ce que, c'est ce que mon maître veut savoir, est-ce que c'est ce qui a amené cette désignation de Ouattara? Non, il est clair qu'au RHDP, le président Ouattara fait l'unanimité. Le président Ouattara fait l'unanimité. Au-delà du président Ouattara, on pourrait dire autre chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait une pression. On voit le travail que M. Ouattara a fait. Bien. On voit ce dont il a été capable au sein du RHDP. On voit ce qu'il a fait pour le pays. Et je pense que le président Ouattara actuellement est le meilleur pion du RHDP. Non, je ne pense pas que pour la désignation, il y a eu des pressions. C'est le choix des militants. Et je pense que c'est le choix des militants, c'est le président Alassane. Ok, on va vous garder le temps. On va vous garder le temps pour nous d'aller avec nos obligations commerciales. Derrière, on vous retrouve pour la suite de ce débat. Je rappelle que vous êtes Ibrahim Youssouf Diarra, observateur politique ivoirien, et que vous intervenez depuis la Côte d'Ivoire sur ce sujet très important. Alassane Ouattara à la tête du RHDP. Sa candidature à la présidentielle est-elle désormais actée? On essaie de voir et d'analyser tout cela derrière la pub. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application. Offrez à vos enfants de 13 à 17 ans l'opportunité de vivre des vacances mémorables avec nos colonies de vacances en Côte d'Ivoire et au Ghana, prévues du 14 juillet au 19 août 2025. Ils découvriront des cultures fascinantes, participeront à des activités enrichissantes telles que le sport, l'art et des excursions captivantes, tout en profitant d'une expérience exceptionnelle de cours d'anglais pendant leur séjour au Ghana. Avec un encadrement de qualité qui garantit leur sécurité et leur épanouissement, cette aventure unique est un tremplin vers leur développement personnel. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au +224 613 00 39 69 ou au +224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire.
Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe, une qualification. Merci de nous retrouver dans la deuxième et dernière partie de cette émission, le scanner. Vous le savez déjà, nous sommes ensemble jusqu'au port de 10h30. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Nous restons en Côte d'Ivoire avec cette situation. Alassane Dramane Ouattara relance de nouveau le débat. Le président ivoirien a été désigné candidat du RHDP à l'issue du congrès de ce samedi à Abidjan. Mais une question reste posée. Acceptera-t-il vraiment d'être candidat à plus de 80 ans et après 3 mandats? Va-t-il tenter un 4e mandat? Nous avons au bout du fil Ibrahim Youssouf Diarra qui est observateur politique ivoirien. Avec lui, nous essayons de décrypter et d'analyser cette actualité du côté de la Côte d'Ivoire. Diarra, je sais que vous êtes là déjà, vous nous écoutez. On parlait notamment de cette peut-être supposée pression à l'interne. Vous répondez non, qu'il n'y a pas de pression. Il fait l'unanimité, bien qu'il y ait d'autres figures marquantes. Également votre question. Oui, la question est de savoir, Youssouf, est-ce que l'unité du RHDP aujourd'hui dépend de l'existence d'Alassane Ouattara à la tête de cette coalition? Youssouf, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous avez le retour? On a un problème certainement avec Youssouf. La réalisation va essayer de se battre de ce côté. En attendant d'avoir à nouveau Youssouf, on l'a quand même écouté sur certains aspects très importants. Ouattara, qui pour l'heure garde le suspense, peut-être une stratégie. Vous l'avez rappelé, il l'avait fait lors de son 3e mandat. Pour un 4e mandat, Ouattara a besoin de réfléchir à deux fois ou 3 fois. Oui, et est-ce que Youssouf est là? Youssouf, vous nous recevez? Est-ce que... Bien, on y va avec la question. La question est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, au regard de ce que vous venez de dire tout à l'heure, avec l'inanimité qui s'est créée autour du président Ouattara, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que cette unité du RHDP dépend, disons, du maintien du président Ouattara à la tête de la coalition? Est-ce que ce choix dépend du maintien du président Ouattara à la tête de la coalition? Est-ce que l'unité de la coalition dépend de son maintien? Est-ce que l'unité de la coalition dépend du maintien du président Ouattara à la tête du RHDP? À la tête du RHDP, oui. On ne saura le dire. On attendra de voir la suite. Parce qu'il est clair, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y avait des velléités, mais qui ont très vite su être tues et maîtrisées au sein du RHDP. Rappelez-nous ces velléités. Rappelez-nous ces velléités. Voilà, ces prétendants à tous les états au niveau du RHDP, on en sait quelques-uns. Rappelez-nous un peu. Et qu'est-ce qui s'est passé par après? Il n'y en a pas eu d'officiel. Il n'y en a pas eu d'officiel. Aucun ne s'est prononcé réellement. Mais certains voyaient plutôt, à un moment, M. Patrick Achi. D'autres voyaient son frère Téné Birahima Ouattara. Il y a même une polémique ces temps-ci sur les réseaux sociaux à ce sujet. Mais je pense que au-delà même, on pourra... Il y a Adjoumani aussi, le porte-parole du RHDP aussi, qui avait exprimé quand même ses appétits présidentiels. Oui. Voilà, personne ne s'est prononcé officiellement, mais il faut dire que certains voyaient en eux, n'est-ce pas, des potentiels successeurs, ce qui même a eu à créer des groupes de soutien un peu partout. Donc, tout cela a été très vite tué et maîtrisé. Alors, à supposer que le président Ouattara se désiste à la dernière minute, dites-nous parmi ces 4 figures dont nous venons de citer ici, qui pouvaient justement prendre la tête du RHDP tout en maintenant plus ou moins l'unité au sein de la coalition. Dites-nous le profil
le mieux partagé au sein du RHDP? Il y a des noms qui ressortent. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ancien Premier ministre Patrick Achi, il y a également son frère Téné Birahima Ouattara, actuel ministre de la Défense. Il y a aussi Fidel Sarasoro, le secrétaire général de la présidence de la République. Donc il y a ceux-là, il y a Adjoumani. Ce sont des noms qui reviennent. Justement, le plus favori parmi ces noms, c'est ce que je voulais savoir. Le plus favori, c'est difficile à dire, mais ça se joue entre Patrick Achi et Téné Birahima Ouattara. Bien, donc deux figures très connues même du parti. L'autre question, si Ouattara accepte, je pèse bien mes mots, accepte de se porter candidat à la prochaine présidentielle parce que lors de son 3e mandat, il a dit « on m'a poussé ». On m'a dit cela. Donc, au cas où le même scénario se reproduisait et qu'il acceptait de venir pour un 4e mandat, pensez-vous qu'il peut encore mobiliser une base électorale solide et renforcée quand on sait pour remporter la présidentielle d'octobre prochain? C'est clair que actuellement, le terrain est maîtrisé par le RHDP. C'est clair que le terrain est maîtrisé par le RHDP et que Ouattara pourra mobiliser sur le terrain. Il faut aussi dire que l'autre problème ici, c'est qu'on n'a pas une opposition assez forte de sorte à titiller, n'est-ce pas, le RHDP. Donc évidemment, vu comme tel que les choses se présentent, Ouattara pas largement favori si jamais il accepte d'être candidat. Oui. Alors aujourd'hui, cette désignation tombe à un moment où le climat politique est très tendu ou reste très tendu en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, au-delà de cette désignation aujourd'hui, à quoi faut-il s'attendre quand même en termes, disons, de réaction aux MM de l'opposition que vous donnez aujourd'hui, disons, un peu fébrile? Oui, l'opposition est un peu fébrile. On va s'attendre, c'est normal, à des contestations, on va s'attendre à des volontés à des tentatives de vouloir contester, n'est-ce pas, cette candidature, ou même de faire en sorte, ça se passe en Côte d'Ivoire, de vouloir, n'est-ce pas, perturber les élections. Mais je pense que c'est tout à fait normal. Il appartient maintenant au président Ouattara, puisqu'il l'a dit, hein, ce sont ses propos, il a dit hier au stade de Bimpe qu'il mettra tout en œuvre pour maintenir la stabilité et que les Ivoiriens, les militants devraient, n'est-ce pas, lui faire confiance sur ce point. Mais à coup sûr, connaissant le tempérament, en tout cas des militants de l'opposition, ils feront en sorte, n'est-ce pas, ils vont protester, ils vont manifester et ils feront en sorte, n'est-ce pas, de perturber, n'est-ce pas, le RHDP. Mais il est clair que sur le terrain, ils sont assez très, très fébriles. La Constitution de 2016 a supprimé la limite, disons, d'âge, 75 ans, et réinitialisé, disons, le compteur des mandats. Quand même, c'est ce qui a permis à Alassane Ouattara même de briguer le 3e mandat. Est-ce qu'aujourd'hui, on devrait faire de même pour aujourd'hui quelques points de la loi électorale? Non, je ne pense pas. La loi électorale, il faut le préciser, c'est aussi émane, n'est-ce pas, de tous les partis en Côte d'Ivoire ont participé à l'établissement de cette loi électorale-là. Donc je pense que cette loi électorale a servi à plusieurs élections, y compris les élections de 2010, les élections de 2015, les élections même qui ont permis aux partis de l'opposition d'avoir des élus, d'avoir aussi des maires. Donc je pense que à la veille d'une élection présidentielle qui est, faut dire, l'élection la plus importante, venir contester ces résultats-là, c'est un peu ne pas être logique au fait, comme je le disais tout à l'heure. Donc je pense que l'opposition gagnerait à s'organiser. Il est vraiment difficile de se dire et se dédire. Des lois ont été votées, la CEI est une institution, il serait vraiment difficile de changer ces lois-là à quelques semaines, à quelques mois des élections. Vraiment très très difficiles. Je dirais même impossible. Et le président de la CEI l'a dit, il manque de temps pour pouvoir revenir sur ces questions.
Alors, je le dis, c'est vrai, c'est pour l'avenir. Je le dis, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est sur cette base que beaucoup d'opposants, quand même, se sont vus, disons, éliminés d'office dans cette course à la présidentielle. Sur la base électorale, sur la base électorale, je ne pense pas. Puisque Tidjane Thiam, le souci avec Tidjane Thiam, si on veut revenir sur la question, c'est qu'il avait la double nationalité, qu'il est venu, il n'a pas renoncé à sa nationalité française à temps. Sinon, aux prochaines élections, il peut s'inscrire sur la liste électorale sans problème. Le cas de Laurent Gbagbo, il n'est pas sur la liste électorale depuis 2020. Blé Goudé également. Voilà, donc je pense que les opposants, c'est normal, ils sont dans leur rôle d'opposants. Ils touchent là où ils peuvent toucher pour faire en sorte de pouvoir, n'est-ce pas, contester, parce qu'en contestant la CEI, on conteste la légitimité des élections. Je pense qu'ils sont dans leur rôle, et je pense que ce n'est pas la meilleure stratégie. Bien. Merci Ibrahim Youssouf Diarra. Merci d'être intervenu une nouvelle fois chez nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes observateur politique, professeur du côté de la Côte d'Ivoire. Nous, on parle de cet autre sujet. Les États-Unis ont lancé une offensive militaire contre des installations nucléaires iraniennes dans la nuit de samedi à dimanche, après avoir menacé d'intervenir militairement si l'Iran ne cédait pas. Les États-Unis sont passés à la vitesse supérieure. Oui, absolument, ce qui n'est pas une surprise non plus pour le monde entier. C'est vrai que à un certain niveau, il y avait beaucoup qui s'est posé la question sur la véritable participation directe ou indirecte des États-Unis dans ce conflit. Alors, il faut rappeler que pour un premier temps, d'abord, que jamais l'Israël n'avait fait face à un État entier au niveau du Moyen-Orient. Oui. Tous ces conflits qui s'est passé s'effectuaient entre des factions ou des groupes de courants religieux. C'est comme le Hezbollah, qui est majoritairement composé par des chiites. C'est comme le Hamas aussi, de l'autre côté. Donc, jamais la Syrie avait, l'Israël n'avait fait face à un État tout entier comme l'Iran. C'est le cas de l'Iran. L'Iran qui constitue aujourd'hui une puissance régionale au niveau du Moyen-Orient. Donc, c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'observateurs voyaient déjà les manœuvres des États-Unis derrière Israël. Israël qui n'avait jamais dans l'histoire osé frontalement attaquer Israël avec ce que nous avons vu ici. L'Iran. Donc c'est pour autant dire qu'aujourd'hui, il y a justement des questions légitimes que les uns et les autres peuvent se poser. Et je pense qu'au fil du temps, il a fallu que Trump soit là pour que nous puissions voir clairement comment cette politique internationale aussi se passe à bien des égards. Pour un premier temps, d'abord, il faut rappeler l'histoire et le contexte. Vous vous rappelez de cette tournée de Donald Trump au niveau de l'Arabie Saoudite, au niveau de Qatar, où nous avons même évoqué ici les enjeux géopolitiques de cette tournée. De cette tournée où lui-même, il a pris un discours comme ça à l'air pour dire qu'il est venu pour pacifier le Moyen-Orient. Il n'est plus justement disposé à accompagner quoi que ce soit, en tout cas dans le cadre de la guerre. Et c'est dans ce cadre aussi qu'il avait annoncé justement la relance de cette diplomatie liée au nucléaire iranien, et qu'il avait promis, je pense que c'est devant les Qataris, devant les Saoudiens, de pacifier et pourquoi pas de s'impliquer directement pour que cette crise israélo-palestinienne puisse prendre fin. C'était ces engagements, et qu'enfin mettre fin à cette guerre qui déchire à bien des endroits au niveau du Moyen-Orient. Patatras, c'est à l'issue du sommet des G7 qui s'est tenu au niveau du Canada, où presque disons l'alliance de l'OTAN, composée majoritairement de l'alliance de l'OTAN, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, le Canada, les États-Unis ont décidé premièrement d'abord que l'Iran ne doit pas disposer de l'arme nucléaire. Sur quelle base? Je pense que aucun d'entre eux n'a pu justifier le pourquoi, d'autant plus que certains États puissent continuer de se procurer, disons, cette arme nucléaire-là, y compris même ces États qui disent que les autres n'en ont pas le droit. Oui, justement, non à l'Iran, et oui à certains États. Donc, finalement, qu'est-ce qui s'en est suivi? C'est le même Donald Trump qui l'a dit, qu'il savait où se trouvait le guide suprême, et s'ils avaient l'intention de les tuer, ils auraient pu le faire. Un langage politique
absolument belliqueux et inacceptable à tout point de vue. Je pense que ça a suscité de l'émotion, de l'indignation au niveau de l'échiquier international, mais Donald Trump ne s'est pas arrêté là. Il est allé jusqu'à donner justement, je crois que c'est un ultimatum de 2 semaines à l'Iran, si l'Iran ne capitulait pas, qu'il allait justement faire recours à la force. Eh bien, il a fallu des jours pour que nous assistions à ce que nous avons vu au niveau de l'Iran. C'était un élément qui consistait à dire qu'aujourd'hui, ce n'est ni plus ni moins, l'Israël constitue le bras armé de l'Occident au niveau de la sous-région pour faire le sale boulot. On n'invente rien. C'est ce que beaucoup d'observateurs l'ont dit et je pense que c'est ce qui est en train de se passer au niveau de l'Iran. Mais ce qui est plus disons, marrant dans cette affaire-là, c'est que, voyez-vous, le monde, l'hypocrisie de l'humain aujourd'hui, l'attaque qui s'est passée le 13 juin, c'est l'Israël qui l'a fait contre l'Iran. Et bien finalement, l'Iran, nous avons suivi la réponse de l'Iran. Il y avait la diplomatie qui était en cours entre les États-Unis et l'Iran, et les discussions étaient en cours. Et puis finalement, c'est l'Israël qui s'élève comme ça, sans aucun motif valable, et qui commence à bombarder sur les Iraniens. Et vous avez vu comment les condamnations sélectives s'effectuent. Et nous avons suivi le sommet des Nations Unies qui s'est tenu hier, où nous avons suivi plus ou moins si vous voulez, ces différentes déclarations, notamment de la Russie. C'est vrai que c'est dans les discours, nous avons suivi, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce que les États-Unis sont en train de faire aujourd'hui, c'est une injustice de trop, et qu'aujourd'hui, la Russie, la Chine, et je crois que c'est le cas de la Turquie aujourd'hui, qui semble se démarquer de cette situation. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'humanité, il ne s'agit pas d'Israël, encore moins d'Iran, il s'agit là d'une question de survie de l'humanité aujourd'hui. C'est duo israélo-américain. Je pense qu'il faut que l'humanité, à travers justement ces puissances aujourd'hui mondiales, puisse mettre fin à cette dérive qui risque de nous mener vers le précipice aujourd'hui. Parce que tout simplement, il faut dire aujourd'hui, si nous laissons faire Trump, Benjamin Netanyahou, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, nous nous acheminons vers un conflit mondial. Oui, une troisième guerre, on ne le souhaite pas. Un scénario quand même qui était envisagé par de nombreux observateurs. Mais aujourd'hui, la crainte que Téhéran menace à son tour les bases militaires américaines dans la région. On a suivi comme le discours russe. Aujourd'hui, la Russie qui risque, si les choses ne s'apaisent, de se ranger derrière l'Iran. Donc on dit que nous sommes au bord d'une troisième guerre mondiale, et moi je dirais même qu'on a presque un pied dans une troisième guerre mondiale avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Il faut craindre. Évidemment, il faut craindre. L'entrée en jeu, disons, des États-Unis marque, disons, un tournant radical. Je ne dis pas décisif, un tournant radical dans ce conflit israélo, disons, c'est-à-dire iranien. Parce que ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et Israël, on ne va pas d'autant plus le rappeler, la première frappe du 13 juin dernier et aujourd'hui les conséquences avec ces différentes frappes, notamment iraniennes. Et tout s'explique parce que beaucoup disent aujourd'hui que l'Israël est la base militaire ou reste la base militaire des États-Unis, que c'est maintenant que les États-Unis dévoilent leur véritable face vis-à-vis à travers cette première frappe, disons, d'avant-hier. Mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui risquerait vraiment de se passer, parce qu'il y a cette promesse aux représailles fatales concernant l'Iran. Et j'en suis sûr que l'Iran pourrait, avec tout ce qui se passe, parce que presque les symptômes d'une médiation aujourd'hui ne se manifestent pas, c'est bien possible que l'Iran arrive à mettre à exécution ces différentes menaces concernant le bombardement éventuel de ces différentes bases américaines. Ce qui risquerait bien d'arriver. Nous avons vu ces différentes menaces de Donald Trump. Il avait au préalable ou bien avant, il avait parlé de 2 semaines. Nous avons vu au bout de 2 jours, il a réagi. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous savons pertinemment que Donald Trump s'est, disons, retiré de ce sommet, si on peut le dire comme ça, du G7 qui s'est tenu du côté du Canada.
évoquant des raisons aujourd'hui qui sont restées quand même super floues pour beaucoup d'observateurs par rapport à son entrée en jeu. Je l'ai tantôt dit que cela marque, disons, un tournant très radical au moment où l'humanité était en train quand même de tenter le tout pour le tout, de quand même concilier des différentes positions. Aujourd'hui, Donald Trump qui frappe sans raison ces sites, disons, qui abritent, disons, le nucléaire iranien. Donald Trump qui affirme dans la zone, disons, de Forbo, hein, évidemment, oui, dans la zone dans la zone de Forbo. Oui, Donald Trump qui affirme, disons, qu'il y a eu des dommages colossaux, notamment monumentaux, avec, disons, des dommages qui vont jusqu'au niveau du sous-sol, par rapport sauf que l'Iran explique explique le contraire. Oui, le contraire. Donc tout a été délogé avant même évidemment, ce conflit. l'Iran explique le contraire. De l'autre côté, nous assistons à une manipulation de l'information ou à une rétention de l'information. On ne nous montre pas tout ce qui se passe aujourd'hui à travers, disons, cette guerre. On le comprend. Mais Mohamed, c'est ça le courant avec les médias. Évidemment. Chaque média a un courant, il faut l'accepter. On le comprend largement. Bien. Il y a, au-delà même de ces enjeux géopolitiques aujourd'hui, voyons la réaction des communautés, disons, de la communauté internationale. Prenons l'ONU aujourd'hui qui reste encore, disons, dans les discours. L'ONU hier qui parlait d'une escalade. L'ONU hier qui parlait des risques aujourd'hui liés à cette frappe américaine. Je crois qu'aujourd'hui, tout est réuni pour assister, disons, à ce qu'on ne devrait vraiment pas, c'est à quoi on ne devrait vraiment pas assister. Que Dieu nous débarrasse de tout cela par rapport à une nouvelle médiation. Je crois que l'ONU devrait encore peser, mais même si cela ne se fait pas ressentir pour le moment, l'ONU reste dans les discours, l'Union européenne reste dans les discours. Pour le moment, il faut annoncer des impacts négatifs pour l'Afrique qui, pour l'air, n'est nullement associée à cette guerre, mais dans une autre acception assez large, les conséquences pourraient être vraiment lourdes pour nous autres qui n'avons rien à voir avec tout ce qui se passe aujourd'hui. Mais que faut-il dire par rapport à, disons, à ce manque de réaction directe au-delà même des discours concernant l'ONU et l'Union européenne? Je crois que cela encore davantage renforce les velléités ou les symptômes, disons, d'une troisième guerre mondiale. On n'en veut pas. Absolument. On n'en veut pas. Ce qu'il faut dire, Abdallah, c'est que les conséquences vont au-delà de l'imaginaire. Aujourd'hui, nous savons que l'Iran dispose aussi de plusieurs leviers sur lesquels il peut s'appuyer pour justement faire du mal. Faire du mal, pas qu'aux États-Unis ou à Israël, mais au monde entier. Le détroit d'Ormuz, où plus de 20 millions de barils de pétrole passent par jour, est menacé de fermeture. Je savais très bien que... avec des conséquences énormes pour le monde entier. Pour le monde entier, pour l'économie mondiale. Et déjà, je crois que les outils au niveau du Yémen, alliés de l'Iran, ont déjà commencé de passer à l'action. Nous avons plusieurs bases militaires, il l'a rappelé, au niveau de Moyen-Orient, ça c'est une autre chose. Mais nous avons aussi les alliés de l'Iran aujourd'hui qui commencent petit à petit au niveau de la sous-région à s'aligner derrière. Parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il y a d'autres qui parlent d'armes nucléaires, il faut le rappeler. Si on doit revenir même sur les propos de Moscou, qui dit que certains pays sont prêts à fournir des ogives nucléaire à l'Iran. Évidemment. Et ça va devenir, ça va être un embrasement total. Personne n'a encore entendu parler, c'est-à-dire... de ces ogives. C'est nouveau pour moi. Mais c'est assez quand même assez scandaleux parce que il y a le Pakistan voisin qui est là à côté, qui reste au jaguet, qui attend que justement que le premier pas soit effectué par Israël et son camp. Et on s'en rend compte qu'aujourd'hui, Israël, en réalité, c'est l'Occident, au premier duquel les États-Unis. Et je pense que c'est clair pour le monde entier. Et il a fallu que Donald Trump puisse être à la tête des États-Unis pour qu'on puisse démystifier tout cela. Parce que jusque-là, il y avait un flou autour de cette alliance justement entre Israël et les autres États du monde. Et vous voyez très bien c'est-à-dire que d'un seul coup, les discours changent. Au niveau de la France, au niveau de l'Allemagne, au niveau de toute l'Europe, on a changé de discours. On ne condamne pas. On n'est non plus contre les frappes américaines. Je pense que ça devrait interpeller les consciences au niveau mondial et qu'on puisse pousser
les Américains. C'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Et je pense que c'est fondamental aujourd'hui que nouvel ordre mondial soit mis en place et nous comprenons fortement les Russes, les Chinois qui exigent un monde multipolaire. On ne peut pas continuer dans ce sens-là où les États-Unis continuent de dicter ce que le monde doit faire. Et cela aussi, la manière la plus injuste. C'est ce qui est déplorable dans cette situation. Nous allons donc observer l'évolution de ce côté avec de vrais enjeux géopolitiques. On l'a déjà rappelé, vous avez écouté les différents débatteurs. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Mohamed Leba. Merci à tous. Ça en est terminé pour ce premier numéro de la semaine. Merci aux équipes techniques, à la réalisation, à vous, auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité, avec évidemment d'autres acteurs. D'ici là, prenez soin de vous, rester en compagnie du seul et unique programme média de développement en République de Guinée. Au revoir.